La pluie avait enfin cessé, laissant derrière elle un ciel gris d'où suintait encore une brume tiède, chargée d'humidité. L'odeur âcre de la terre du désert d'Arizona s'élevait du sol détrempé, mêlée au parfum discret des buissons de cholla. Jack Thompson, un homme de 55 ans au dos voûté par des années de travail manuel, s'acharnait sur une section brisée de la vieille clôture en bois qui délimitait sa propriété. Il pestait en silence contre le vent et les éléments, quand un bruit de pas attira soudain son attention. Il releva la tête. Ce qu'il vit lui coupa littéralement le souffle. Max, son fidèle berger allemand âgé de 7 ans, était enfin de retour. Il avait disparu depuis plusieurs heures, un comportement plus qu'inhabituel depuis qu'il s'était installé, 6 mois plus tôt, dans cette vaste parcelle isolée au cœur de la campagne. Mais ce n'était pas l'absence du chien qui frappa Jack. C'était ce qu'il rapportait avec lui. Max n'était pas seul. Il était couvert de boue jusqu'au poitrail, trempé jusqu'aux os, et derrière lui, titubant dans ses traces, avançaient 2 minuscules créatures également maculées de terre. Elles semblaient épuisées, leurs pattes s'enfonçant dans la boue molle. Jack laissa tomber son marteau. « Bon sang !» murmura-t-il. Les 2 lionceaux, âgés de 6 à 8 semaines tout au plus, avaient un pelage brun-jaune, détrempé, collé contre leur peau fragile. Jack, ancien employé de centre de sauvetage de la faune sauvage pendant plus de 30 ans, les reconnut immédiatement. Des lions africains de pure race. Une vision aussi inattendue qu'invraisemblable dans cette région. Il fit un pas en avant. Les lionceaux, déjà à bout de force, s'effondrèrent aussitôt au sol. Haletant. Tremblants. Vidé. Mais ce fut Max qui l'arrêta net. Le chien se plaça aussitôt entre Jack et les petits. Un grondement sourd, presque inaudible, monta de sa gorge. Un avertissement. Jamais auparavant Max n'avait grogné contre Jack. Ses yeux fatigués mais déterminés lançaient un message sans équivoque « Ils sont sous ma protection ». Jack, stupéfait, s'immobilisa. Il savait lire les signaux. Il recula lentement et observa les empreintes fraîches dans la boue. Il comprit alors. Max avait dû suivre un sentier, probablement le long du ruisseau gonflé par la pluie, et tomber sur ses petits livrés à eux-mêmes. Ils ne venaient pas d'ici. Quelque chose d'anormal s'était produit. Jack balaya les environs du regard, cherchant la moindre trace d'une lionne, d'un rugissement au loin, d'un mouvement suspect dans les buissons. Rien. Juste le bruissement du vent et le ruissellement lointain de l'eau. Il n'y avait aucun doute, ces lionceaux étaient seuls. Et Max, d'une manière inexplicable, les avait adoptés. Sans un mot, Jack ouvrit la porte de son atelier qu'il avait aménagé en espace de travail. Il fit un geste de la main. Contre toute attente, les lionceaux comprirent l'invitation. Vacillant, peinant à chaque pas, ils se redressèrent et suivirent Max à l'intérieur comme s'il s'agissait de leur mère. Jack entra à leur suite, referma la porte, puis composa rapidement un numéro qu'il connaissait par cœur, celui de Sarah Reeves, une ancienne collègue de l'Agence de protection de la faune. « Jack, tu ne vas pas y croire », réagit-elle après avoir entendu son récit. Un camion transportant illégalement des animaux s'est renversé en essayant de traverser un pont, à quelques miles de chez toi. Il a été emporté par le courant. La police a retrouvé certains animaux dans les parages, mais plusieurs manquent encore à l'appel. Tout s'éclaira dans l'esprit de Jack. Ces lionceaux faisaient partie de ce chargement illégal. Le tumulte des eaux avait offert à ces petits une échappatoire que Max avait su capter. Quand Sarah proposa de venir les chercher immédiatement, Jack hésita. Max, étendu près d'eux, les léchait avec un soin et une tendresse qui n'appartenaient pas au simple réflexe canin. Il les maternait. « Sarah, on a un problème. » Souffla-t-il. Jack expliqua la situation. L'attachement visible, le comportement protecteur de Max, la vulnérabilité des lionceaux. Il savait que leur arracher Max brusquement provoquerait un stress intense. Grâce à son expérience, il réussit à convaincre Sarah de lui laisser les garder quelques jours, le temps qu'ils reprennent des forces. 3 jours, Jack. Pas un de plus. Et je veux des nouvelles tous les matins. Une fois l'appel terminé, Jack se mit à la tâche. Il rassembla ce qu'il avait, biberon pour carnivores, trousses de premiers soins, couvertures épaisses. Dans un coin de l'atelier, il prépara un nid de fortune avec tout le soin d'un vétérinaire. Lorsqu'il revint, il découvrit que Max avait déjà pris l'initiative. Les lionceaux étaient allongés dans le coin le plus chaud, et Max continuait de les lécher, retirant chaque parcelle de boue de leur petit corps fragile avec une patience infinie. Jack les observa longuement, bouleversé. Il venait d'assister à la naissance d'un lien hors du commun. Le premier matin, alors que la lumière filtrée du désert s'immisçait par les interstices de la porte de l'atelier, Jack se réveilla dans son vieux fauteuil, les muscles ankylosés par une nuit en alerte. Mais tout avait été calme.
Max, couché entre les deux lionceaux, veillait sur eux avec une vigilance digne d'une mère. À la moindre plainte, au moindre frémissement, il réagissait. Lorsque Léo s'était mis à gémir faiblement de faim, Max avait réveillé Jacques en douceur, posant sa patte sur son bras. Le chien l'avait conduit jusqu'au biberon que Jacques avait préparé à l'avance. Jacques avait compris. Max n'était pas seulement un protecteur. Il était devenu un guide, une figure parentale. Lorsque Jacques ouvrit la porte pour aérer un peu l'atelier, il découvrit une scène surréelle. Max, dehors, apprenait aux lionceaux à faire leurs besoins à l'écart, dans un coin précis de la cour. Jack, Ebahi, observa sans intervenir. Max montrait l'exemple et Léo, l'aîné des deux, tentait de l'imiter. Théo, plus dissipé, gambadait maladroitement autour d'eux, trop curieux pour se concentrer. Jacques sourit. « Très bien, vieux frère. On a 3 jours. On va les faire compter. » Il passa la matinée à réorganiser complètement l'atelier. Il y installa un espace de repos plus confortable, délimita un coin repas et plaça une lampe chauffante près des couvertures pour la nuit. Il nettoya les sols, rangea ses outils, fit de la place. L'atelier se transforma peu à peu en une nurserie improvisée mais fonctionnelle. Grâce à ses connaissances, Jacques examina les lionceaux avec attention. Ils étaient maigres, mais leurs yeux étaient clairs, leurs gencives roses, leur souffle régulier. Aucune blessure apparente. Ils avaient eu de la chance. Max, quant à lui, refusait de quitter les petits, même pour manger. Il surveillait chacun de leurs gestes. Il les poussait doucement vers les gamelles, les encourageait à s'alimenter, les stimulait lorsqu'ils s'endormaient trop vite. Jacques se contentait d'observer, stupéfait. Il n'avait jamais vu un comportement pareil. Le lien qui unissait le chien au lionceau dépassait tout ce qu'il avait appris au cours de sa carrière. Ce jour-là, Jacques leur donna des noms. Le plus grand, au pelage plus foncé et au regard perçant, il le nomma Léo. Le plus petit, au tempérament plus fougueux, plus joueur, il l'appela Théo. À sa grande surprise, les deux commencèrent à répondre à leurs prénoms dès le 2e jour. Jacques les appelait doucement, et il levait la tête, clignait des yeux, se rapprochait de lui. Leur intelligence était saisissante. Mais ce qui stupéfiait le plus Jacques, c'était l'attitude de Max. Le chien ne se contentait pas de veiller ou de réconforter. Il enseignait. Lentement, méthodiquement, il inculquait aux lionceaux des comportements adaptés, comme s'il comprenait qu'ils n'étaient pas des chiots mais des félins en devenir. Il leur montrait comment marcher dans la boue sans s'y enliser, comment s'allonger à l'ombre en période de chaleur, comment se lécher pour se nettoyer. Léo et Théo, attentifs, imitaient ses moindres gestes. Le 2e matin, Jacques les observa à travers la fenêtre, caméra en main. Max était allongé derrière un petit buisson, seul le sommet de sa tête dépassait. Léo, tapi à côté de lui, tentait de l'imiter. Sa posture était maladroite, mais l'intention y était. Théo, quant à lui, n'en faisait qu'à sa tête. Il bondissait, sa queue battant l'air, ruinait toute tentative de discrétion. Max, stoïque, reprenait patiemment la leçon. Jacques commença à tout consigner dans un vieux carnet. Il photographia, filma, nota chaque comportement. Ce qu'il observait la représentait une opportunité unique, une relation interespèce, non documentée dans les ouvrages scientifiques. Max n'agissait pas selon un instinct de meute. Il formait, il éduquait. Lorsqu'un des lionceaux échouait, il ne punissait pas. Il corrigeait. Doucement. Avec constance. L'après-midi, Jacques aménagea une petite zone de jeu à l'extérieur. Il y plaça des rondins, quelques coussins épais, une bâche tendue pour créer de l'ombre. Il emmena les lionceaux dehors sous la surveillance de Max. Léo tenta aussitôt d'escalader un tronc, ses pattes griffant l'écorce humide. Théo, lui, glissa et se retrouva allongé de tout son long, grognant de frustration. Max intervint, l'encouragea à recommencer, puis lui montra à sa manière comment s'y prendre. À la fin de la journée, les deux petits parvenaient à grimper chacun leur tour. Le soir venu, alors que Jacques s'apprêtait à leur servir leur second repas, il découvrit que Max avait anticipé. Le chien s'était placé près des gamelles, appelant les lionceaux par de petits aboiements courts, presque des chuintements. Léo et Théo accoururent, affamés. Max les laissa manger en premier, puis se coucha à côté d'eux, repu d'un simple regard. La nuit tomba, douce et silencieuse. Dans l'atelier, les couvertures abritaient désormais 3 corps recroquevillés les uns contre les autres. Jacques, depuis son fauteuil, les observait en silence. Il comprenait que quelque chose de rare était en train de naître ici. Et au fond de lui, il savait déjà que 3 jours ne suffiraient jamais. Le 3e jour arriva, baigné d'une lumière dorée filtrée par les nuageaux, et Jacques savait que l'échéance fixée par Sarah approchait. Il ne dit rien à Max, ni au lionceau. Il est contenta d'observer. Léo et Théo étaient méconnaissables. Ils n'étaient plus ces créatures boueuses, tremblantes, vidées de toute force.
Il bondissait désormais dans la cour, grimpait sur les rondins, explorait chaque recoin du jardin aménagé. Max, toujours calme, patient, les suivait du regard ou intervenait si l'un s'éloignait trop. Ce jour-là, Jacques vit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Max avait tiré un vieux oreiller usé au milieu de la cour. Il le déposa sur l'herbe humide, s'éloigna en rampant, puis se tapit derrière un muret de pierre. Il fixait l'oreiller. Léo, comprenant la leçon, s'abaissa lui aussi, copiant la posture du chien. Il rampa maladroitement, se figea lorsque Max le fit, puis bondit sur le coussin dans une attaque spectaculaire. Jacques n'en revenait pas. Le chien était en train d'enseigner l'art du guet à des lionceaux. Il les formait comme une lionne formerait ses petits dans la savane. Théo, plus distrait, rejoignit la scène en courant et renversa tout. Max ne sembla pas contrarie. Il reprit tout à zéro, patient, comme un professeur dévoué. Jacques filma la séquence avec son téléphone. Il savait que ce qu'il enregistrait pouvait bouleverser les connaissances établies sur les relations interespèces. Il se promit de tout archiver soigneusement. L'après-midi, Sarah arriva. Elle descendit de sa voiture avec lenteur, ses yeux scrutant les alentours. Lorsqu'elle entra dans l'atelier, Jacques sentit son regard changer. Léo et Théo vinrent à sa rencontre avec curiosité, mais sans peur. Ils reniflèrent l'odeur de la nouvelle venue, tournèrent autour d'elle, puis retournèrent jouer. Sarah observa Max leur apprendre à franchir une flaque d'eau sans faire de bruit. Elle resta silencieuse un long moment. « Je n'ai jamais vu ça » souffla-t-elle enfin. Il ne se contente pas de les protéger. Il leur apprend à être lions. Jack acquiesca, le cœur serré. Il savait ce qui allait suivre. « Je suppose que tu vas les emmener, dit-il, la voix neutre. » Mais Sarah ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Max qui montrait à Théo comment se nettoyer le visage avec la pâte, pendant que Léo s'amusait à traquer un scarabée dans l'herbe. Il régnait dans l'air quelque chose de rare. Une harmonie qui dépassait les espèces. Sarah soupira. « On peut prolonger un peu. Une semaine de plus. Mais à une condition, un vétérinaire viendra examiner les lionceaux. » Jacques sourit, soulagé. Il accepta aussitôt. Le lendemain, le vétérinaire arriva. Martin, un homme au visage creusé et au regard perçant, connaissait Jacques depuis des années. Dès qu'il vit Max assis entre les deux lionceaux, il s'arrêta abasourdi. « En 40 ans de métier, je n'ai jamais vu une chose pareille, dit-il doucement. Ce chien ne les protège pas seulement. Il les éduque. » Martin examina Léo et Théo avec minutie. Il constata qu'ils étaient non seulement en bonne santé, mais en avance sur leur développement. Leurs réflexes, leur tonus musculaire, leur comportement étaient excellents. Il nota même que, par bien des aspects, ils surpassaient certains lionceaux élevés en réserve ou en captivité. « Peut-être que la méthode Max pourrait nous apprendre 2 ou 3 choses, murmura-t-il en quittant la propriété. Les jours suivants furent d'une intensité rare. Jacques aménagea une grande portion de l'arrière-cour en un terrain de jeu sécurisé. Il installa de gros troncs, une mini-piscine pour l'apprentissage de la nage, et des recoins où se cacher. Léo et Théo s'épanouissaient à vue d'œil. Max ne les quittait jamais. Il organisait des jeux, des courses, des embuscades simulées. Parfois, il se contentait de s'allonger à l'ombre et de les observer. Un après-midi, Jacques assista à une scène qu'il ne put oublier. Max avait attaché un jouet en forme de lapin à une corde. Il l'avait placé au centre du terrain, puis s'était allongé. Léo, à ses côtés, reprenait chacun de ses gestes, centimètre par centimètre. Quand Jacques tirait doucement la corde, Max avançait lentement. Léo le copiait. Théo, lui, bondissait hors de sa cachette, manquant tout le processus. Max revenait alors, reprenait le petit lion par la peau du cou, le ramenait au point de départ. Pas une seule fois il ne grogna, pas une seule fois il n'abandonna. À la fin de la journée, Théo comprit enfin. Tous trois réussirent ensemble la traque simulée. Jacques, ému, nota tout dans son carnet. Il comprenait désormais que Max ne transmettait pas seulement des gestes. Il enseignait la patience, la coordination, l'instinct. Et surtout, il leur donnait un cadre. Une forme d'éducation. Léo, plus calme, plus concentré, se révéla un élève brillant. Il apprit à se fondre dans le décor, à approcher sans bruit, à anticiper les mouvements. Théo, toujours plus fougueux, apprit néanmoins à contrôler ses élans, à travailler en équipe. Max instaurait aussi des règles. Il grognait légèrement lorsqu'il dépassait les limites, lorsqu'ils devenaient trop brutaux. Il posait un cadre. Celui d'un vrai chef de meute. Jacques, chaque soir, regardait cette improbable famille s'endormir dans l'atelier. Max, allongé entre Léo et Théo, les pattes posées sur eux. Il se disait que quelque chose de précieux, d'unique, était en train de naître. Et qu'il allait falloir le préserver. Les semaines passèrent, puis un mois.
Sarah revenait désormais tous les 15 jours, apportant des croquettes spécifiques, observant attentivement l'évolution des lionceaux. À chaque visite, elle restait un peu plus longtemps, fascinée par ce qui se jouait sous ses yeux. Max, infatigable, poursuivait l'éducation de Léo et Théo, modulant ses méthodes, s'adaptant à leur croissance. Il savait qu'ils n'étaient pas des chiens, et pourtant il parvenait à leur transmettre des comportements essentiels. Patience, contrôle, communication, autonomie. Jacques, témoin quotidien, continuait de tout documenter. Il avait accumulé des carnets entiers, des vidéos par dizaines. Ce qui se déroulait ici dépassait la simple anecdote. C'était un cas d'étude vivant. Vers la 10e semaine des lionceaux, un phénomène nouveau apparut. Léo, le plus calme, commença à prendre des initiatives. Il guidait parfois Max vers des recoins du jardin, lui montrait un insecte ou un endroit à explorer. Théo, plus joueur, créait ses propres jeux, tentant d'entraîner Max dans ses courses folles ou ses cache-cache improvisés. Jacques comprit alors que le lien était devenu circulaire. Max n'était plus uniquement le mentor. Il était devenu un membre à part entière de cette minuscule meute improbable, une sorte de père respecté et aimé. Un soir, alors que le ciel se teignait d'ocre, Jacques reçut l'appel qu'il redoutait depuis le début. Sarah. Sa voix, douce mais ferme, portait la gravité de l'inévitable. J'ai parlé avec le docteur Rodriguez de la réserve de Sonora. Ils ont aménagé un enclos spécial pour Léo et Théo. Il est temps, Jacques. Jack resta silencieux. Dehors, dans la lumière du crépuscule, Max montrait à Léo comment se déplacer à pas feutrés entre deux buissons. Théo, un peu plus loin, s'appliquait à escalader un tronc. Jacques inspira profondément. Il savait que ce moment viendrait. Il savait aussi qu'il ne serait jamais prêt. Demain matin, dit Sarah. On passera tot. La nuit fut longue. Jack ne dormit presque pas. Il entendit les jeux étouffés dans l'atelier, les petits grognements de Max, les bruits des pattes glissant sur le plancher. Il se leva plusieurs fois, les observa dormir, entrelacés. Il se demanda si Max comprenait. S'il savait que ses enfants s'apprêtaient à partir. À l'aube, Jacques appela Sarah. Il avait un plan. Une idée folle, mais peut-être réalisable. Il proposa un processus de transition. Pas une séparation brutale. Un programme progressif. Max accompagnerait les lionceaux à la réserve, resterait avec eux lors des premières visites, les aiderait à s'habituer au nouvel environnement. Il plaida avec la force de ses années d'expérience. Sarah, d'abord sceptique, demanda à voir ses notes, ses vidéos. Puis elle accepta d'en parler aux responsables. Une semaine plus tard, la réponse tomba, la réserve acceptait. Pour la première fois, un chien domestique accompagnerait 2 lionceaux dans un processus de réintégration partielle. L'objectif ? Observer les effets d'un attachement interespèce sur le développement social des lions. Un protocole unique, expérimental, mais porteur d'espoir. Les premières visites furent brèves. Jacques et Max emmenaient Léo et Théo dans leur nouvelle zone. Les lionceaux, d'abord nerveux, restaient collés à Max. Puis, peu à peu, ils commencèrent à explorer. Max, comme toujours, s'adaptait. Il les laissait s'éloigner, observait de loin, n'intervenait qu'en cas de besoin. Il encourageait leur curiosité, leur indépendance. Les chercheurs de la réserve, fascinés, prenaient note, filmaient, analysaient. Ils découvraient que Léo et Théo, malgré leur éducation canine, conservaient pleinement leurs instincts de félins. Mieux encore, ils développaient des comportements hybrides, mélange de discipline apprise et d'instinct sauvage. L'un d'eux nota « Ce que Max leur a transmis n'est pas une domestication, mais une structure comportementale. » Les mois s'écoulèrent. Léo et Théo s'épanouirent dans leur nouvel environnement. Ils avaient grandi, leur carrure imposante trahissait désormais leur puissance. Leur crinière commençait à poindre. Max continuait de leur rendre visite avec Jacques, mais de plus en plus souvent, les lionceaux restaient à distance, prenant confiance auprès des autres lions. Le processus fonctionnait. Un jour, la direction de la réserve convoqua Jacques. Ils avaient une proposition à lui faire, rejoindre officiellement le programme comme conseiller. Son expertise, son implication, la qualité de ses observations faisaient de lui un atout précieux. Jack accepta. Il savait que Max, lui aussi, avait trouvé une nouvelle mission à ses côtés. Un après-midi pluvieux, Jacques et Max se rendirent à la réserve. Léo et Théo jouaient dans la boue avec d'autres jeunes lions. Ils semblaient heureux, libres, sauvages. Jacques s'approcha de la clôture. Max émit un aboiement doux. Les 2 lions s'arrêtèrent. Leurs têtes se levèrent, leurs yeux brillèrent. En quelques secondes, ils accoururent jusqu'au grillage. Non pas pour attaquer, mais avec la maladresse joyeuse de 2 enfants retrouvant leur père. Ils frottèrent leur museau contre la grille, grognant doucement. Jacques sentit une larme couler sur sa joue. Pas de tristesse. De gratitude.
Il comprit à cet instant que l'amour véritable ne consiste pas à garder, mais à savoir lâcher prise. À offrir aux autres la possibilité de devenir ce qu'ils sont destinés à être. À ses côtés, Max fixait Léo et Théo. Puis, lentement, il se détourna. Sa mission était accomplie. Il avait trouvé 2 enfants, les avait sauvés, élevés, protégés. Et maintenant, il les laissait partir. Sur le chemin du retour, Jacques posa sa main sur la tête du chien. « Tu as bien travaillé, vieux frère, murmura-t-il. Max ferma les yeux un instant. Puis il regarda l'horizon. Là où le soleil, derrière les montagnes du désert, ouvrait un nouveau jour. Un nouveau départ.